Il y a plusieurs dirigeants de la planète qui ont déjà confirmé leur présence à Rome pour y assister. Je pense par exemple au président américain Donald Trump, au président français Emmanuel Macron ou encore au premier ministre britannique Keir Starmer ou encore à Volodymyr Zelensky aussi de l'Ukraine. Dans le cas de Mark Carney, on n'a pas de confirmation. Il faut dire que les élections au Canada vont se tenir seulement 2 jours après les funérailles. Alors, quelle est maintenant la suite des choses? Avant d'en arriver au conclave, cette rencontre des cardinaux au cours de laquelle on vote pour désigner un successeur, on traverse une période de deuil de 9 jours appelée novendiale. Habituellement, le conclave, comme tel, commence entre 15 et 20 jours après la mort du pape. Pour en discuter de ce processus très codifié, je joins à Rome le journaliste indépendant Romain Chauvet. Romain, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, que se passe-t-il précisément lors du novendial, comme on l'appelle? Oui, eh bien, écoutez, tout va démarrer ici demain matin, aux petites heures du matin, parce que ce corps, cette dépouille du pape François va arriver juste derrière moi, ici, à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Et donc, les fidèles, les curieux également, beaucoup de touristes également que j'ai rencontrés ici au cours des derniers jours vont pouvoir tour à tour rentrer à l'intérieur de cette basilique, prier, adresser un dernier message à ce pape-là qui, il faut dire, était très aimé, notamment par les gens croyants ici à Rome où je me trouve. Alors ça va être pour la journée de demain. Par la suite, évidemment, ce qu'on va surveiller, c'est la journée de samedi, ces grandes funérailles qui vont se tenir ici. Vous le disiez, on attend des personnalités politiques, des rois également d'un peu partout sur la planète. Alors ça va être des grandes funérailles, même si le pape François l'a souligné à plusieurs reprises, il voulait des funérailles sobres. Donc on nous dit, c'est ce que nous dit le Vatican, ça va quand même tout ça se faire dans la simplicité. Alors je vous dirais, même s'il y a peu de gens encore ce soir ici, parce que la nuit est tombée ici au Vatican, on sentait encore tout au long de la journée aujourd'hui l'émotion de nombreuses personnes ici qui venaient sur cette place Saint-Pierre où je me trouve pour prier et rendre un dernier hommage à ce pape qui est décédé hier. Parlons du conclave maintenant. Il se déroule toujours derrière des portes closes. C'est un grand secret qui entoure le conclave. Donc, impossible de savoir comment les jeux de coulisses vont influencer les décisions des cardinaux, bien sûr. Par contre, on sait très bien à quoi ressemble la mécanique d'un conclave. Oui, absolument. C'est un conclave qui peut aller à la fois très rapidement ou prendre plusieurs jours. Donc, il y a plus de 100 cardinaux qui sont réunis dans ce conclave-là. 2 votes le matin, 2 votes l'après-midi. Il faut que le successeur, le nouveau pape, obtienne plus des 2 tiers de ces votes-là. Alors, vous avez peut-être sans doute vu ce film Conclave, dont on a beaucoup entendu parler au cours des derniers mois. Ça illustre très bien toutes ces pressions, tout ce mécanisme qui est à la fois très codifié, mais également dépend également de l'influence de nombreuses personnalités au sein de l'Église catholique. Évidemment, tant que les cardinaux ne s'entendent pas sur un an, à la fin de la journée, on brûle tous les papiers. Et donc, il y a soit une fumée grise, une fumée noire, soit une fumée blanche, évidemment, en fonction du résultat. Et je vous dirais que quand on parle ici à la fois des fidèles, des gens également qui sont dans l'Église catholique, on nous dit qu'on n'a pas vraiment d'idée de qui pourrait être vraiment le successeur. On entend quelques noms, je vous dirais 5, 6 noms parfois, notamment d'un Italien ici, mais ça reste à déterminer. En tout cas, ce qu'espèrent beaucoup de gens, c'est de voir un nouveau pape qui va continuer, c'est ce qu'on m'a beaucoup dit ici, sur les progrès qu'avait lancé le pape François. Vous savez, un pape qui était très simple, jugé proche des gens, qui a fait de nombreux progressistes, un pape progressiste, on pourrait dire. Alors, beaucoup de gens espèrent évidemment que le nouveau pape suivra cette tendance-là sur le long terme. C'est ce que j'allais poser comme question. C'était l'Église catholique ne parle quand même pas d'une seule et même voix. Là. Il y a des courants qui s'affrontent au sein même de l'Église. Donc, François, tu l'évoquais, Romain, faisait partie de la frange plus progressiste. Mais il y a des conservateurs quand même, et ils sont quand même assez nombreux, qui se font entendre et se sont fait entendre aussi dans le passé. Comment ça risque de teinter le choix du nouveau souverain pontife, justement? Est-ce qu'on va choisir la continuité ou encore le retour à la tradition? C'est la grande question. En tout cas, ce que me disaient beaucoup de gens ici, c'est que, vous savez, ce pape François, il a nommé beaucoup de cardinaux au cours des dernières années. Alors, des gens qui espèrent que ces nominations-là, ces choix-là pourront peser sur le prochain choix du pape. Ça reste à déterminer encore de savoir si ce nouveau pape sera plutôt progressiste ou pourrait au contraire être un peu plus conservateur, parce que vous avez raison de le mentionner,
il y a eu beaucoup de divisions au sein de l'Église catholique. Je pense notamment à la question des migrants. Vous savez, le pape François en a énormément parlé, que les pays devraient ouvrir leurs frontières pour accueillir ces réfugiés, ces migrants-là. Vous savez, c'est une question qui divise de nombreux pays, particulièrement ici en Europe. Alors, ça avait créé là aussi des divisions au sein de l'Église catholique, mais également des mots qu'il avait eus pour les personnes de la communauté LGBTQ+. En 2013 également, il avait dit « Qui suis-je pour juger les gens en fonction de leur orientation sexuelle ?» Alors là aussi, ça avait créé débat. Il faudra voir, mais évidemment, les gens espèrent que ce progressisme-là va perdurer, mais ça reste à déterminer parce que vous mentionnez d'entrée de jeu Donald Trump qui sera là samedi. Et il y a beaucoup de gens qui redoutent un petit peu ce qu'on voit à travers le monde, cette montée du conservatisme, de l'extrême droite. Alors est-ce que là aussi ce contexte international pourrait influencer le choix du prochain pape? Là aussi, ça reste à déterminer. Rapidement, Romain, est-ce qu'on pourrait envisager une surprise, un pape africain, par exemple, parce qu'il y a quand même une communauté grandissante de catholiques en Afrique. Il y en a énormément également, encore une fois, en Amérique du Sud, d'où, évidemment, a émergé finalement, en quelque sorte, François. Est-ce qu'on peut encore envisager un pape hors Europe? Je vous dirais que tout est possible. En tout cas, ce qui semble exclu pour l'instant, c'est un autre pape de l'Amérique du Sud, parce que le pape François, c'était le premier originaire d'Amérique du Sud, donc argentin, d'origine italienne. J'ai rencontré ici beaucoup de gens d'Amérique du Sud qui se sentaient proches de lui en raison de ses origines. Alors oui, un pape africain, ce n'est pas exclu pour l'instant. Il y a beaucoup de gens qui espèrent voir justement une nouvelle figure émerger, quelqu'un dont on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il accède à ce poste-là et qui pourrait encore une fois surprendre dans le positif ou dans le négatif, mais en tout cas un pape qui ne laisserait pas les gens indifférents et qui pourrait attirer encore plus de croyants au sein de l'Église catholique. Robin Chauvet, journaliste indépendant en Italie, merci beaucoup pour cette entrevue. Plaisir. Au revoir. Au revoir.